S'aimer dans la durée, ça s'apprend. C'est le thème que je vous propose d'évoquer ensemble aujourd'hui. Nous sommes faits pour aimer et lorsque nous aimons, nous aimerions que ce soit pour toujours. Mais est-ce vraiment possible en couple? Possible, oui, mais pas facile. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Allez, on est parti aujourd'hui sur cette thématique dont j'espère échanger avec vous. Je vous invite à me manifester que vous êtes présent. Je vous laisse un petit peu de temps. Je sais qu'il y a toujours un décalage. Voilà, montrez-moi que vous êtes sur un réseau ou sur l'autre, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Tout a l'air de marcher aujourd'hui. Voilà. Dites-moi que vous êtes arrivé, que vous êtes disponible dans les 45-50 minutes qui viennent. Et partagez-moi déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir m'écouter? Alors c'est vrai que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé pas mal de publications sur cette thématique. Non pas que ce soit une thématique nouvelle pour moi, bien au contraire, ça fait très longtemps que je la travaille. Mais en 2026, j'ai choisi de retourner en formation pour découvrir encore cette thématique sous d'autres angles, en l'occurrence dans l'école où je me suis formée à la Gestalt thérapie. Voilà. Et puis, il y a eu la Saint-Valentin, et puis je retourne encore me former le week-end qui vient. Voilà, donc je vous ai proposé pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne le temps de, voilà, d'ouvrir cette idée que s'aimer dans la durée, ça s'apprend. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est plus trop la norme d'imaginer un couple pour toute une vie, hein. Ce sont des choses qui ont vraiment évolué dans les dernières décennies. On est passé d'une normalité à une autre et c'est plus tout à fait celle-là. Et pour autant. Alors, pour aborder ce sujet aujourd'hui, je vais, comme d'habitude, avancer de manière structurée. Dans un premier temps, on ira regarder que nous sommes faits pour aimer. Dans un deuxième temps, on évoquera justement que les modèles de couple ont évolué. Dans un troisième temps, on ira regarder qu'en couple, il se passe des choses pendant 2-3 ans, il y a une certaine facilité et ça évolue. Et puis, dans un quatrième temps, on regardera ce que c'est que l'amour durable et quand est-ce que ça commence, cette histoire-là. Et enfin, en cinquième partie, je vous proposerai quelques essentiels pour commencer à s'aimer d'une manière durable. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ce programme vous intéresse? Allez, je suis curieuse de vous lire, de découvrir déjà où vous en êtes par rapport à ça vous-même. Voilà, où est-ce que vous en êtes de votre espérance dans le couple, de vos espoirs, peut-être déçus, de vos espoirs peut-être renaissants. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous croyez à ça? Pas si simple. Allez, c'est parti. On embarque. Nous sommes faits pour aimer. Qu'est-ce qui me fait affirmer ça? Écoutez, je crois qu'en la matière, on est beaucoup dans le domaine de la conviction profonde, euh, de l'intuition, du choix de voir les choses de cette manière-là. Moi, je pense de plus en plus que nous sommes faits pour aimer. Et pour travailler beaucoup dans le champ thérapeutique, pour moi-même, pour mes clients et avec des collègues qui se forment, on travaille entre nous,
Voilà, j'entends que dès le ventre de sa mère, nous sommes faits pour aimer. Dès le ventre de sa maman, l'amour déjà est là, d'une mère pour son enfant et d'un enfant pour sa mère. Est-ce qu'on s'en rappelle? Certains en gardent la trace. Puis, dans la petite enfance, même chose, nous sommes faits pour aimer. Là encore, est-ce qu'on s'en rappelle ou pas? Ça dépend un peu de son histoire. Mais oui, hein, on entend que les enfants, les petits-enfants aiment leur maman, aiment leur papa. Et puis, ça va continuer. Parfois déjà dans la petite enfance ou plus tard à l'adolescence et jeune adulte, voilà, on sera amoureux. À peu près tout le monde vit cette expérience-là, hein. Il semble que nous soyons faits pour ça. Plus ou moins, il y a des gens qui tombent beaucoup amoureux, d'autres en auront peut-être moins de souvenirs. Et certains qui ont l'impression de s'être engagés dans une vie de couple sans passer par cette case amoureux, ont l'impression de ne pas être normaux. Il leur manque quelque chose. Vous voyez, il y a cette espèce de bon sens commun, en effet, pour aimer. Et puis, ça va se renouveler encore, vous voyez, quand va arriver notre progéniture, notre premier enfant, notre deuxième et peut-être d'autres encore. Voilà, nous sommes faits pour aimer. On va tomber en amour de ce petit être qui arrive dans la vie. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Comment est-ce que vous savez que vous êtes fait pour aimer? Nous sommes tous faits pour aimer. Comment est-ce que vous savez ça? Voilà, j'ai hâte de vous lire. J'attends vos commentaires. Et en même temps, quelques exemples peut-être complémentaires. Eh bien, vous voyez, j'ai été touchée bien des fois d'entendre des personnes parler de leur papa ou de leur maman avec vraiment beaucoup d'émotion. Vraiment. Comme si elles étaient encore des enfants complètement amoureux de leur papa et de leur maman. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce qu'on ose encore en parler ou est-ce qu'on garde ça pour les moments d'intimité? Que dites-vous de ça? On est fait pour aimer. On pourrait aussi constater combien la vie est triste, morne, sans intérêt, lorsqu'on ne se sent pas aimer quelqu'un ou être aimé. Vous voyez, c'est la confidence de personnes qui ne parviennent pas à rencontrer l'amour de leur vie ou l'amour depuis longtemps. Ils vivent seuls. Voilà. Cette grande tristesse, ce manque profond de se sentir seul, sans amour. Nous sommes faits pour aimer. Vraiment. Alors, je vous laisse me raconter où vous en êtes. Est-ce que tout ça vous inspire? Et puis, j'avance dans ma deuxième partie. Les modèles de couple ont beaucoup évolué. Vous voyez, personnellement, je suis mariée depuis, que je ne me trompe pas, bientôt 36 ans avec Stéphane. Et aujourd'hui, nous faisons figure, avec d'autres quand même, de couples
un peu hors du temps. Voilà. Il semble que ce ne soit plus la norme. Ce n'est plus la norme. Voilà. Mais pourtant, quand on s'est marié à 36 ans, c'était encore la norme, même s'il y avait déjà beaucoup, 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 de doutes sur le fait que ce soit possible de s'aimer dans la durée. Puis progressivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de divorces. Vous voyez? Mais les choses évoluent lentement et sûrement. Voilà, entre 2000 et 2026, je révisais ça dernièrement au cours de ma formation. On a vraiment basculé du divorce courant, mais qui reste encore, vous voyez, la trace qui est assez marquante, c'est les enfants. Voilà, c'était encore un peu la honte que les parents divorcent. Et puis, progressivement, ça a basculé et maintenant, le divorce, c'est plus la honte, c'est voilà, c'est juste, ça fait partie de la vie. Moi, j'avais été frappée d'entendre mes enfants jouer et évoquer le divorce comme une étape normale de la vie de couple. Voilà. Alors que ce n'était pourtant pas le modèle à la maison, mais à l'école, ils devaient côtoyer beaucoup d'enfants pour qui ça devenait la normalité. Voilà. Sans compter aujourd'hui l'évolution des couples vers des couples vraiment formes de modalités très très diverses. Hein. Voilà. On est en couple pour voir, ça c'est déjà assez ancien, et on verra si on continue plus tard, mais on peut être aussi en couple sans projet de continuer, on peut même être en couple, il y en a un qui pense être en couple, l'autre pas. Il y a tout un vocabulaire aujourd'hui qui fleurit autour de est-ce qu'on est en couple ou est-ce qu'on n'est pas en couple, est-ce que c'est une priorité ou pas une priorité par rapport à d'autres relations. Voilà, tout ça a beaucoup évolué. Pour autant, pour autant, moi je suis convaincue qu'au plus profond, le désir d'un amour éternel persiste. C'est notre vocation d'être humain. À quoi bon aimer si ce n'est pas pour toujours? Ah, c'est ce que je crois. Est-ce que c'est ce que vous croyez aussi? Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de ça? Eh bien, par exemple, j'avais été très touchée en thérapie d'une personne dont le couple s'était brisé, qui avait vécu un certain nombre d'autres relations ensuite et qui un jour prenait conscience en séance, en échangeant, qu'elle avait tendance à retourner dans ses relations, vous voyez, comme pour voir si, en y retournant, elle avait encore mal, sous-entendu, l'amour existe encore. Étonnant comme processus. Voilà. Est-ce que ça existe qu'encore? Hein, ça peut exister encore parce que je sens que ça vibre et que c'est bon, ou ça peut exister encore parce que je sens que ça me fait encore mal, donc ça existe encore. Voilà, nous sommes faits pour aimer et au plus profond, nous aimerions que ce soit pour toujours. Mm. Bien sûr, nous avons tous été des enfants, nous avons tous eu besoin de sentir que papa et maman nous aimaient. Nous avons tous pensé, compté sur le fait que ce soit pour toujours. Et peut-être que nous avons vécu des déceptions, des blessures, des manques. Et oui, combien d'enfants, d'anciens enfants, j'accompagne dans mon cabinet pour qui le divorce des parents, qu'il soit maintenant devenu une normalité ou pas, reste une profonde blessure, quelque chose dont il faut faire le deuil, le couple parental, l'amour autour de nous, voilà, ce cocon d'amour pour l'enfant. Nous sommes faits pour aimer et nous aspirons à ce que ce soit pour toujours. On a envie d'avoir une maman pour toujours, on a envie d'avoir un papa pour toujours. C'est ça qui rend le deuil de maman et de papa difficile. J'entends tellement les gens dire une maman, ça part toujours trop tôt. Vous voyez, ce sont des paroles qui disent le besoin que ce soit éternel. Et vous alors? Comment ça a commencé pour vous? Quel était votre modèle de couple? Et où est-ce que vous en êtes? Comment vous avez peut-être
réussi à vivre ce qui était votre idéal ou été déçu, vécu d'autres expériences, fait évoluer votre modèle? Où est-ce que vous en êtes? Voilà, je vous laisse le temps de me dire ce qu'il en est pour vous. Et j'avance dans ma troisième partie. En couple, cet amour, on pourrait croire que ça ne dure qu'un temps. Ah, il paraît qu'il y a des ouvrages là-dessus. L'amour ne dure que 2 ou 3 ans. Oui, on pourrait croire ça et ce n'est pas la vérité. C'est juste qu'effectivement, il se passe des choses au début qui sont différentes de ce qui pourra se passer ensuite. Oui, au début, il y a l'état amoureux. Vous voyez, j'appelle ça autrement. Je ne parle pas d'amour, je parle d'état amoureux. Vous voyez, ça pourrait commencer avec la flèche de Cupidon. Hein, quand on représente la Saint-Valentin, c'est souvent ça qu'on utilise comme représentation. Cupidon avec ses flèches. Voilà, nous sommes tombés amoureux, nous avons été transpercés. Voilà, nous avons vécu quelque chose peut-être de magique comme ça, ou de beaucoup plus progressif. Et en même temps, un jour, nous en sommes arrivés à reconnaître que oui, nous étions amoureux. Voilà. État amoureux. Un état très particulier. Un état, vous savez, où on dit euh, les amoureux sont très impudiques, l'amour rend aveugle, ils sont collés l'un à l'autre. Vous voyez, on observe toutes sortes de choses à l'état amoureux, comment les amoureux se font des cadeaux, il y a plein de petits signes comme ça. On voit qu'ils sont amoureux. Et aujourd'hui, on sait très bien que pendant cette phase amoureuse, il y a des hormones qui sont là. Hein. Il y a le coup de pouce des hormones. Comme si la nature avait choisi de nous donner un coup de pouce pour démarrer quelque chose. Voilà. Alors en français, on dit tomber amoureux. Et j'ai lu, je ne saurais plus vous dire les sources, mais que l'état amoureux, c'est donc effectivement comme tomber dans un trou, j'ai plus l'inspiration que je voulais. Voilà, tomber en tout cas, tomber enceinte, il paraît aussi en français. Voilà, quelque chose dans lequel on tombe sans faire exprès, quelque chose de pathologique. Alors, pathologique, c'est un peu fort, hein, mais parfois, ça aide mes clients à prendre conscience que c'est quelque chose de très particulier, cet état amoureux, quelque chose que je n'ai pas choisi, quelque chose qui m'est tombé dessus. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que quand je tombe amoureux, je peux tout et n'importe quoi parce que c'est pas de ma faute, hein, attention, hein. On reste quand même maître de notre vie, responsable de notre vie d'adulte. Mais oui, on tombe amoureux parfois, vous voyez, ça peut être très embêtant quand on est en couple et qu'on va tomber amoureux en dehors de notre couple. Voilà. Alors on reste responsable, hein. Si on s'était engagé dans ce couple-là, charge à nous. Vous voyez, c'est comme quand on attrape un rhume, hein. On peut choisir de se soigner ou pas. Voilà. L'état amoureux, ça c'est donc le début. Mais après cette période-là, que moi j'appelle la romance, vient le temps qu'on appelle la désillusion. Romance, désillusion, c'est un vocabulaire qu'on utilise dans l'association Vivre et aimer, où on explique vraiment ce processus pour faire comprendre au couple que c'est un processus naturel, normal. C'est d'ailleurs un processus qui ne se produit pas seulement dans le couple, il se produit dans toutes nos situations de vie, si on y regarde bien. Quand on démarre un nouveau job, on est tout fou de notre nouveau job, si tout va bien. Hein, et puis au bout d'un moment, on commence à se lasser, à commencer à voir des réalités qu'on n'avait pas voulu voir. Et voilà, c'est la désillusion. Voilà. Ça se passe dans un job, ça se passe dans une relation amicale, ça se passe dans une relation de voisinage, dans toutes sortes de situations de vie en réalité. Voilà. Cet effet un peu magique au début, romance, et puis désillusion, en réalité retour
à la réalité comme elle est. Je ne la voyais plus tout à fait comme elle était. Ça se passe aussi quand on accueille notre enfant, hein. Au début, il est tout mignon, c'est tout magique, on est tout fou, gaga. Et puis quand il va grandir, si vous êtes d'accord, si vous avez des enfants suffisamment grands pour constater que ce n'est plus tout à fait la même chose. On commence à remarquer aussi d'autres aspects de la réalité qui sont moins sympathiques à vivre. Ce n'est pas la fin, pas du tout. Sortir de la romance, passer par la désillusion, c'est une étape naturelle et ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le moment où l'amour, le vrai, va commencer. C'est le moment où l'amour, celui dont je vais prendre soin, que je vais fabriquer, entretenir, cultiver, développer. Voilà, l'amour altruiste, parce qu'avant c'était souvent beaucoup un amour très égocentré. Voilà, c'est là que ça va commencer, dans ce troisième temps. Alors, je suis curieuse de vous lire. Qu'est-ce que vous avez comme recul sur cet état amoureux, ce démarrage dans une relation de couple ou dans d'autres formes d'expérience et de relations? Quels sont vos repères par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous voyez, c'est souvent quelque chose qui se tait, la désillusion. Autant on se fait voir sans même s'en rendre compte quand on est amoureux, tout le monde le remarque parce qu'on est très impudique, voilà, et on est très, prêt à vivre ça au grand jour. Autant la désillusion, c'est souvent quelque chose qu'on se tait à soi-même et encore plus aux autres. Et pourtant, c'est tellement naturel et si on en parlait plus, on saurait que ça se traverse et que ça se dépasse et qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Alors je continue avec, ma quatrième partie. L'amour durable commence après l'état amoureux. Quand l'état amoureux a laissé la place au retour à la réalité, à plus de conscience que l'autre est autre et qu'il n'est pas que à tout point de vue, heu, merveilleux. Voilà. L'amour durable commence quand j'ai compris que ce n'était pas facile, quand j'ai compris qu'il allait falloir m'investir, quand j'ai compris que j'allais devoir y croire, me retrousser les manches. L'amour, ça se travaille, l'amour, c'est une décision. Alors, si vous avez des enfants, vous l'avez peut-être remarqué. Bien sûr, au début, quand notre enfant arrive, voilà, la question ne se pose pas. On se laisse charmer par ses petits yeux, par ses sourires, etc. Et on l'aime. Mais en grandissant, on voit bien quand même si on ne se le dit pas de manière très explicite, qu'on fait des efforts pour aimer notre enfant. Voilà, malgré ses colères, malgré son flegme, malgré ces crises d'adolescence, on fait des efforts pour aimer nos enfants. Bien sûr, évidemment. Dans le couple, c'est pareil. Alors, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, si vous n'êtes pas passé par vivre et aimer, ou on travaille ça, hein, cette décision d'aimer au quotidien. Je vous recommande cette association. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Si vous n'êtes pas passé peut-être par la case thérapie de couple, alors sachez qu'aujourd'hui, les jeunes sont très à l'aise pour aller en thérapie de couple. Voilà, ils ont 6 mois, 1 an de vie de couple, ils sont tout jeunes, ils vont en thérapie de couple parce qu'ils veulent y croire. C'est très naturel pour eux et vous pouvez aussi faire cette démarche. Et donc si vous allez en thérapie de couple, eh bien vous allez, bien sûr constater que, ce qui vous arrive n'est pas exceptionnel, au contraire, et que c'est naturel de vivre la désillusion
que c'est bien normal d'avoir du mal à supporter l'autre dans tous les travers qu'on avait oublié de regarder au départ. Oui, que c'est un sacré défi de s'aimer au quotidien et plus encore dans la durée. Ça se travaille. Alors par exemple quoi? Eh bien par exemple, accepter l'autre comme il est. Voilà, je viens de l'évoquer. Accepter l'autre comme il est avec ses bruits de bouche quand il mange, avec, sa tendance à faire un bruit incroyable, quand il vient se coucher ou quand il se lève alors que vous n'avez pas fini de dormir. Voilà, accepter l'autre avec, peut-être, son côté, trop casanier et vous êtes beaucoup plus attirés de partir à l'aventure pendant les vacances. Accepter l'autre comme il est. Waouh! Bah, c'est déjà rien que ça, c'est tout un programme. Ça demande vraiment des efforts. On est plus dans la tendance à s'énerver ou s'attrister selon son tempérament, que l'autre soit comme il est. Ça, c'était une chose. Une deuxième chose, pas facile du tout. Vous voyez ça en cabinet, j'accompagne des personnes à en prendre conscience. Non, je ne suis pas légitime à attendre de l'autre qu'il comble mes besoins. Non, je ne suis pas légitime à attendre qu'il m'écoute parce que j'ai besoin d'être écoutée. Ou à attendre qu'il me donne un coup de main parce que je suis fatiguée et que c'est trop difficile ce soir, il l'a bien vu quand même, il pourrait. Non, en fait, je ne suis pas légitime à attendre de l'autre. Si je l'avais embauché comme, comment on pourrait appeler ça? Personne de compagnie, voilà, bah, oui, je serais légitime et dire: «Eh oh là, tu as pas remarqué, je suis fatiguée, tu m'aides, j'ai besoin d'écoute, viens, on va se promener, j'ai besoin de prendre l'air». Voilà, mais c'est pas une embauche que vous avez fait. C'était une relation d'amour, là, on va vivre ensemble, on se côtoie par amour et donc je ne suis pas légitime à attendre et à râler que ça ne vienne pas. Pas évident ça, hein? Pas évident même d'en prendre conscience qu'on attend et que c'est pas un dû. Et non, si c'était un dû, ce serait pas de l'amour. C'était un cadeau quand je l'avais, ce sera un cadeau quand il me le donnera. Et là, en attendant, ben, il me le donne pas. Voilà déjà un deuxième défi. Et puis, je pourrais citer un troisième défi, c'est le rapprochement quand on s'est un peu frité. Voilà. Et ben, si on veut continuer à vivre une histoire d'amour, et ça peut arriver quand même assez souvent, hein, qu'il y ait une tension entre nous, eh bien, ça demande un effort de retourner au contact, de recréer la relation, voilà, dans les petites tensions du quotidien comme dans les plus grosses, voire les énormes. Voilà, ça demande un véritable effort du premier qui va oser faire le pas ou de la première et aussi du deuxième qui va accepter de se laisser approcher pour recréer la relation. Voilà 3 efforts, déjà que je trouve moi, énormes, hein. On a vraiment du mérite à continuer à aimer quand l'état amoureux ne nous soutient plus et qu'on doit y aller tout seul avec notre courage. Et vous? Alors, que travaillez-vous pour continuer à aimer? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces 3 gros sujets que je viens d'évoquer ou est-ce que vous en avez peut-être d'autres qui vous touchent encore plus? Voilà. Qu'est-ce qui vraiment vous fait prendre conscience qu'aimer, c'est un travail, un effort, un choix, une décision, un défi? Voilà, alors je l'ai dit au départ, nous sommes faits pour aimer, au plus profond de nous, dans les choses les plus communes que nous avons tous derrière nous. Voilà, on peut voir que nous sommes faits pour aimer. Et que même si les modèles de couple ont évolué, quand nous tombons amoureux, quand nous démarrons une vie de couple, nous aspirons
même si nous l'osons moins aujourd'hui publiquement, à ce que l'amour dure toujours. Voilà. Mais, si la nature nous donne un coup de pouce à nous aimer facilement au départ, avec l'état amoureux qui est un peu magique, et bien après, il nous faut, en adulte responsable, en être humain responsable, nous retrousser les manches pour continuer à aimer dans la durée. Ça se travaille, je l'ai dit, et ça s'apprend. Alors, je propose d'énumérer encore quelques essentiels. Hein. Comment cultiver cet amour dans la durée? Eh bien, d'abord, la première chose peut-être qu'on peut se dire quand on démarre, c'est de se promettre qu'on ne va pas laisser trop de poussière tomber sur notre vie. Et ce que j'appelle poussière, c'est arrêter de voir la vie de couple comme quelque chose de merveilleux, de célébrer les petites choses heureuses, célébrer aussi notre anniversaire de rencontre, euh, de s'offrir des petits gestes de tendresse, de partager les choses qui nous touchent, voyez, toute cette intimité, cette légèreté des débuts, continuer à l'entretenir pour que ça ne devienne pas plat, fade, noir et blanc, terne, finalement des habitudes plutôt qu'une relation amoureuse. Entretenir notre intimité émotionnelle. Émotionnelle. Hein. Voilà. Voilà déjà la première chose qu'on peut essayer de se promettre. Et alors évidemment, si on se rend compte, parce que la poussière, ça retombe plus vite, on voudrait, eh bien, c'est le moment, vite, de reprendre rendez-vous, de remettre en place des petits rituels, de faire l'effort, de remettre de l'intimité émotionnelle. Tiens, ma chérie, j'ai oublié de te raconter, ça m'a touchée, et hop, c'est parti. Ou ce petit bisou que j'ai perdu l'habitude de faire, ou tout autre petit service. Voilà, cultiver notre intimité émotionnelle. Voilà que je m'étrangle un peu. Je sors d'un rhume, j'ai un peu des aiguilles, un petit peu difficile pour moi. Voilà, boire un coup, ça va m'aider. Deuxième chose, très importante, conserver la responsabilité de mes besoins. Voilà. Si j'ai un grand besoin, par exemple, de parler, eh bien, c'est mon besoin. C'est à moi de m'en occuper. Et si mon conjoint n'est pas toujours disponible pour m'écouter, et si mon besoin est trop grand pour qu'il puisse le combler, et s'il n'est pas disponible en ce moment parce que voilà, il traverse des choses difficiles, c'est mon besoin. Comment je me débrouille de mon besoin de parler? Conserver la responsabilité de ses besoins. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, ça a beaucoup d'impact. Ça va plus loin. C'est-à-dire que quand je vais vivre des émotions en lien avec ces besoins, voilà, la frustration, le stress, la colère, eh bien, ce sont mes émotions. Et mon conjoint n'y est pour rien. Conserver la responsabilité de ce qui m'arrive intérieurement parce que je suis moi, parce que je vis des émotions, parce que j'ai des besoins, c'est moi. Et mon conjoint n'est pas là pour gérer ça. Je dois me rappeler que c'est simplement cette personne qui m'aime et qui, de temps en temps, a peut-être envie de me faire plaisir
peut-être de temps en temps être disponible pour répondre à mon besoin, mais pas toujours. À moi de rester responsable. Troisième point, communiquer de manière authentique et responsable. Alors déjà, j'ai envie de dire, la communication, c'est pas tout. Vous voyez, je l'aborde en troisième sujet seulement. Souvent, les couples, quand ils sont en difficulté, me disent: «Oh, c'est juste un problème de communication». Non, mais c'est normal, c'est parce qu'on communique pas bien. Non, ça, ce serait trop facile. Si l'amour se résumait à un problème de communication, ce serait vraiment trop facile. C'est déjà énorme, hein, de communiquer correctement. Mais voyez bien que communiquer correctement, ça suffit pas. C'est beaucoup plus grand que ça, l'amour. Si j'ai déjà arrêté de croire que mon conjoint est une merveille pour, ma vie de tous les jours, hein, ça c'est pas parce que je vais communiquer, de manière exemplaire que, mon cœur va vibrer à nouveau. Pas du tout. Si, j'ai arrêté, de croire que mon conjoint, pouvait s'intéresser à tout ce qui fait, hem, voilà, mes questions, intimes, mes questionnements de sens de la vie et cetera. Vous voyez? Si j'ai arrêté de croire que ça l'intéressait, c'est pas parce que je vais communiquer de manière idéale que, l'amour de nouveau va vibrer. Non, la communication ne fait pas tout. En revanche, elle est essentielle pour rester dans une belle relation. Communiquer de manière authentique, tout ce qui fait mon intimité. Communiquer de manière responsable, je garde mes besoins pour moi-même. Et prendre garde à ne pas blesser l'autre, à ne pas attaquer l'autre en le prenant pour celui qui me doit tout et qui devrait être comme moi ou comme je voudrais qu'il soit. Là, il y a tout un travail, effectivement, qu'on peut faire en couple ou qu'on peut faire aussi en allant apprendre une communication de qualité dans toutes sortes de stages. Voilà 3 piliers déjà, hein. Entretenir notre intimité émotionnelle, conserver la responsabilité de nos besoins, communiquer de manière authentique et responsable. Et alors une fois que j'ai dit ça, eh ben, il y a tous les sujets tabous. Parler d'argent, parler de santé, parler de sexualité, parler de nos familles d'origine, parler de tout ce dont on ne parle pas et qui pourtant est important et fait des différences entre nous, des tensions potentiellement entre nous. Voilà, oser ces sujets tabous. Tout comme il sera important d'oser les confrontations de points de vue. Voilà, parce que si on se tait sur tout ce qui fait nos différences, bah, rapidement, on va arrêter de se parler parce que, à vrai dire, on est différents sur presque tout. Voilà quelques pistes que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors, en quoi est-ce que vous vous reconnaissez? Voilà. Ou est-ce que peut-être vous avez conscience que vous êtes bien actif dans votre couple? Voilà, pour entretenir l'intimité émotionnelle, garder la responsabilité de vos besoins, communiquer de manière qualitative, échanger sur les sujets traditionnellement tabous, confronter vos points de vue. Voilà. En quoi est-ce que vous avez l'impression d'être ouais, dans le vrai pour entretenir votre couple? Et peut-être quels sont les domaines où, eh bien, ce serait important de vous y remettre. Voilà. Alors pour s'y remettre, eh bien, il suffit de le décider et puis le premier qui décide peut entraîner l'autre, hein. On se reprend un moment à 2, voilà, en organisant que les enfants soient ailleurs ou en prenant un moment à l'extérieur, voilà. On peut reprendre ça aussi en thérapie de couple, c'est fait pour ça, voilà. Ça peut être un joli coup de pouce pour venir poser ses valises
et regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec ça, avec une aide extérieure. Voilà. Et puis, on peut aussi s'offrir une session Vivre Aimer. C'est une association dont le rôle est de vous aider à entretenir votre relation de couple dans la durée. Et donc, vous y êtes bienvenue, que vous soyez encore pas si loin des débuts amoureux ou que vous soyez déjà sous une grande couche de poussière après des années de vie commune, qu'importe. Vivre et aimer vous aide à redécouvrir que la source est toujours vivante. L'amour, s'il a existé, il est toujours là. Juste, vous avez peut-être perdu contact. Alors, vous ne l'entendez plus, vous ne le sentez plus, mais il est encore là et vous aide à reprendre le travail pour l'entretenir, le cultiver. Voilà, alors bien sûr, je serai enchantée de vous accueillir en cabinet, que ce soit seul pour parler de votre couple ou que ce soit tous les 2 en thérapie de couple. J'adore vous accompagner sur ce sujet-là et vous l'avez compris, j'aime à croire que c'est toujours possible. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour un autre sujet d'actualité.